Ce que je dis et tout ce que je vais dire à l'avenir dans cette vidéo-là est très général. Et puis, c'est possible de faire des vidéos là, pour littéralement chacun de ces points-là. Il y a 12 points ici. On pourrait faire des vidéos d'1 heure par point. Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Patrick. Puis aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vous démontrer comment obtenir du financement chez un prêteur. La raison, j'ai une transition de carrière maintenant. J'ai maintenant décidé de devenir courtier hypothécaire commercial, mais également, j'ai parti une entreprise qui va aider les entreprises d'ici et même d'ailleurs à obtenir du financement chez les prêteurs. Donc, ça fait des prêts bancaires qui ne sont pas hypothécaires. Donc, background, qu'est-ce que j'ai fait, d'où je viens? En fait, j'ai travaillé 7 ans dans des institutions financières canadiennes. Et puis, j'ai décidé de voler mes propres ailes puis à essayer un nouveau chapitre de ma vie puis poursuivre en entrepreneuriat. Durant les années que j'ai travaillé dans le domaine bancaire, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de lacunes au niveau de l'éducation des emprunteurs pour aller chercher du financement pour leurs entreprises. Donc, j'ai décidé de saisir l'opportunité d'affaires. Aujourd'hui, avant de commencer à expliquer les étapes et tout ça, il faut faire une préemption de cas. Okay? Préemption de cas, c'est on va se baser tout au long de la présentation du vidéo sur un projet pour pouvoir déterminer les variables et les étapes à faire. Okay? Puisqu'en prêt commercial, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de types de prêts, il y a plusieurs façons de faire. Puis tout au long du vidéo, okay, il y a beaucoup d'assumation, il y a beaucoup de préférences personnelles. Tout ce que je dis et tout ce que je vais dire à l'avenir dans cette vidéo-là est très général. Et puis, c'est possible de faire des vidéos là, pour littéralement chacun de ces points-là. Il y a 12 points ici. On pourrait faire des vidéos d'1 heure par point. Donc, bref, l'assumation de cas aujourd'hui, on va faire comme si vous étiez un entrepreneur depuis 2-3 ans en affaires, puis les choses vont bien. Écoute, ça arrive des fois, les choses vont bien. Puis vous avez une belle capacité de remboursement, puis il est le temps maintenant de vous trouver une bâtisse commerciale. Une bâtisse commerciale pour pouvoir avoir votre QG. Et puis, vu que les choses vont bien, bien, vous avez passé de 3, 4, 5 employés, peut-être même à 30 employés maintenant. Puis vous dites, bien, ça prendrait peut-être une place pour mettre tous mes employés là pour qu'on puisse travailler ensemble, avoir une belle synergie, puis juste grandir l'entreprise. Puis aussi, l'acquisition d'une bâtisse commerciale pour les entrepreneurs, pour les entreprises, c'est quand même une classe d'actifs qu'on peut revendre par la suite. Il y a une valeur monétaire à ça, évidemment. Certaines entreprises ont décidé de jamais en acheter une, mais dans la plupart des cas, oui, effectivement, on arrive à ce plateau-là. Puis, le type de prêt qu'on va aller rechercher pour le cas aujourd'hui, c'est un propriétaire occupant. Okay? Donc, c'est l'acquisition d'une bâtisse commerciale en propriétaire occupant. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, propriétaire occupant? Ça veut dire que l'entreprise qui va faire l'acquisition du condo commercial, de la bâtisse industrielle ou le bureau, peu importe, va occuper cet espace-là à plus de 51 %. Donc, c'est 51 % et plus. C'est possible aussi de l'occuper à 100 %, mais ça, c'est le type de prêt. Donc, c'est un prêt commercial hypothécaire en propriétaire occupant. Donc, ça, c'est l'assumation. Donc, si je commence la présentation, je vais au niveau de la première étape. Okay? La première étape, c'est le projet. Le projet, je vais un peu l'énumérer pour le cas, mais le projet, c'est lorsque, mettons, l'entrepreneur ou l'entreprise décide de se lancer dans ce projet-là, de faire l'acquisition d'une bâtisse commerciale. Bon, mais les étapes, évidemment, c'est de rechercher la cible. Puis la deuxième, c'est de voir si ça convient à nos besoins. Puis la troisième, c'est de voir la faisabilité de tout ça. Donc, mon projet ici, à l'étape numéro 1, c'est simple, c'est j'ai trouvé une bâtisse commerciale par l'entremise, mettons, d'un courtier commercial. Il m'a envoyé une fiche descriptive, j'ai fait les tours des lieux. Écoute, ça a l'air bon, je me lance dans le projet, on commence, OK? Donc, étape 1 complète. Par la suite,
L'étape numéro 2, c'est la faisabilité de ce projet-là. J'ai mis un petit 3 ici parce que il y a plusieurs façons qu'on peut faire cette étape-là. Cette étape-là, c'est de faire une vérification très sommaire, à voir si notre projet a du sens et puis si on est capable de réaliser ce projet-là. C'est possible que à cette étape-ci, que la demande tombe puis qu'il faut passer au prochain projet. C'est très possible. Donc, la raison pourquoi j'ai mis un 3 ici, c'est qu'il y aurait comme de la façon que moi j'ai identifié, il y aurait comme 3 façons d'évaluer la faisabilité. La première façon, c'est que l'entrepreneur même ou l'entreprise même fait une étude de faisabilité à l'interne. Puis l'étude de faisabilité, bien, dans le fond, il y aurait comme 3 critères là-dedans. C'est de savoir si la compagnie a la capacité de remboursement de contracter le prêt. Donc, c'est quoi le ratio de ça? Si la compagnie a la mise de fonds nécessaire pour pouvoir faire l'acquisition de cette bâtisse commerciale-là ou ce condo-là. Parce que chez les prêteurs, il y a ce qu'on appelle le ratio prêt-valeur. Et d'ailleurs, il diffère d'un prêteur à l'autre. Normalement, pour une acquisition là, de bâtisse commerciale, on parle de 75 %, mais c'est possible d'aller à 100 %, c'est possible d'aller à 125 %. Donc, l'entrepreneur, s'il décide de faire cette étape-là tout seul, c'est parce qu'il y a déjà quand même une connaissance là, où il désire apprendre. Puis la troisième étape de ça, je viens d'en parler un peu, c'est de connaître les prêteurs puis, ou se renseigner sur les prêteurs pour savoir qui aurait potentiellement de l'intérêt ou une affinité avec la classe d'actifs qu'on veut acheter. Donc, ça, l'entrepreneur peut le faire tout seul. Donc, ça, c'est le 1. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est que l'entrepreneur peut directement aller à son institution financière, parler du projet à un directeur de compte commercial, puis que le directeur de compte commercial, lui, l'enligne pour pouvoir faire l'étude de faisabilité. On s'entend que l'étape numéro 2 ici, c'est très sommaire. Bien souvent, avec l'évaluation agréée de la bâtisse, on est capable de savoir tout de suite si ça vaut la peine ou pas et les états financiers de la business. Mais il peut y avoir d'autres choses à prendre en considération aussi. Donc, pour les directeurs de compte commercial, comment ça fonctionne dans les institutions financières? Je vais beaucoup parler d'institutions financières parce que je viens de ce domaine-là, mais c'est possible aussi d'être en prêteur B, en prêteur privé ou même du love money là, de quelqu'un que vous connaissez. C'est sûr que si vous faites passer des fonds de quelqu'un que vous connaissez, il n'y aura probablement pas toutes ces étapes-là, mais en général, quand on veut une institution ou une compagnie qui nous prête des fonds, il y a quand même un petit travail de recherche à faire. Donc, la façon que ça fonctionne, les directeurs de compte commercial, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Okay? Le niveau que je pourrais dire peut-être le plus junior dans une institution financière sont des directeurs de compte pour faire des cartes de crédit, okay? Des petites limites, 5 000 $, des choses du genre. Puis les directeurs de compte allant au niveau plus senior, des comptes nationaux, même des fois plus élevés, sont des gens qui vont aller chercher des emprunteurs un peu plus sophistiqués avec des montants de financement beaucoup plus volumineux. On pourrait parler, mettons, d'un prêt en syndication bancaire où plusieurs institutions financières vont aller ensemble, puis il y a des participations là, qui vont aller à 20, 30, 40, 50 millions par institution financière. Donc, c'est un niveau qui est beaucoup plus élaboré, mais n'empêche qu'il y a quand même un travail à faire. Donc, c'est comme le niveau des directeurs de compte dans une institution financière. Puis, la troisième chose pour la faisabilité, c'est de faire affaire avec un courtier en prêt commercial. Okay? Donc, le courtier en prêt commercial, dépendamment de son expérience, évidemment, la plupart du temps, va être capable de voir là, tout de suite assez rapidement si le projet fait de l'allure, puis aussi où aligner la demande de financement. Puis pourquoi je dis ça? Parce que le courtier, lui, il n'est pas attaché à une institution financière. Okay? Il peut avoir des préférences parce qu'il connaît les processus ou il aime juste travailler avec un certain emprunteur, mais en général, lui, le courtier, le but, c'est de trouver la meilleure offre sur le marché pour son client. Fait qu'admettons, le courtier, vu qu'il est toujours en constance avec des prêteurs, il peut tout de suite savoir, bon, la classe d'actifs comme ça ici, c'est mieux ici. La classe d'actifs comme ça, ces temps-ci, c'est mieux là-bas. Les taux d'intérêt pour ce type d'actifs-là, ici, c'est mieux. Mais tout dépend, puis le marché commercial, là,
il y a beaucoup de variables, puis ça bouge tout le temps. C'est difficile exactement de savoir à chaque jour c'est où la meilleure place, puis c'est le travail du courtier de faire ça. Fait que ça, c'est ce qui conclurait l'étape 2. C'est la faisabilité du projet. Toujours très sommaire, très général. L'étape numéro 3, c'est construire et collecter. OK? Puis j'ai mis un emphase ici, je l'ai mis en encadré collecter ici parce que collecter, OK, ça va être une étape à faire, c'est une action à faire tout au long de toutes ces étapes-là. OK? Collecter de l'information, analyser, ça, il y en a dans toutes les étapes, mais principalement lorsque c'est le temps de construire le dossier, c'est le temps de collecter l'information. OK? Puis qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est que lorsque c'est le temps de construire la demande, le dossier, il faut arriver avec une demande prête à un directeur de compte ou c'est là où le directeur de compte construit le dossier ou le courtier. Évidemment, un dossier peut mourir à n'importe quelle étape ici, mais je dirais que particulièrement ici, c'est comme le pré-filtrage pour voir si le dossier a de la chance de se rendre plus loin à l'approbation de crédit. Puis, ici, il y a plusieurs façons que le dossier peut tout simplement tomber. OK? Au début, je pense que j'ai énuméré comme quoi que le prêt commercial, ça peut être assez complexe, c'est très varié, puis même aujourd'hui, c'est une présentation très générale. Mais la demande ici peut tomber pour plusieurs raisons. Fait que, mettons, le client, il n'a jamais fait de prêt commercial, puis il dit à son directeur de compte, écoute, gars, c'est trop compliqué, c'est trop de documentation, je vais trouver une autre façon de le faire. Okay? Je suis complètement tanné là, des documents qu'on demande. Puis ça ici, ça l'arrive. OK? Il y a aussi des incompréhensions ou juste un manque de coordination qui peut faire en sorte que la demande ici, elle étire un peu. Puis le vendeur du bien immobilier, de la propriété commerciale, décide de passer à un autre acheteur. Ça se peut aussi. Ça se peut aussi que le client change d'avis. Il n'a plus envie de faire le projet. C'est possible aussi. Il peut arriver aussi qu'il y a beaucoup de va-et-vient entre différentes parties. Puis à un certain moment donné, ça l'étire, puis on arrive à la même conclusion que peut-être le vendeur, là, plus qu'on allonge la demande, plus que le vendeur perd de l'intérêt à vendre sa propriété ici. Mais un coup que cette étape est construite, c'est là où on va construire une analyse qualitative et quantitative pour passer à l'étape suivante. Donc, quand on a un package qui est fait, on peut passer à l'étape suivante, puis c'est trouver de l'intérêt d'un prêteur. OK? Donc, l'étape numéro 4, trouver de l'intérêt pour un prêteur. Dans le fond, la majorité du temps, les clients qui n'ont jamais fait de demande commerciale se disent, écoute, moi, j'ai mon institution financière, je veux faire mon prêt ici, puis donnez-moi le meilleur taux, puis donnez-moi les meilleures conditions. Puis ça, c'est vraiment dommage parce que chaque institution financière et chaque prêteur ont leurs forces et leurs faiblesses. C'est là où ça vaut la peine de magasiner, comme on dit. Puis je veux mettre un bémol là-dessus pour magasiner parce qu'il y a une façon de le faire avec du respect. OK? Si vous faites affaire avec un courtier en prêt commercial, c'est là où toute la valeur du courtier prend forme ici. Parce que le courtier, il a une connaissance du marché, puis il peut vraiment réduire le temps de recherche parce que cette personne-là a des connaissances du marché et aussi beaucoup de relations avec des directeurs de compte commercial. Je conseillerais puis là je parle peut-être plus pour les courtiers ou même les clients, quand vous magasinez un emprunteur, vous pouvez en magasiner, quand vous magasinez un prêteur, vous pouvez en magasiner 8 en même temps si vous voulez, OK? Mais c'est là où je parle de respect puis d'éthique de travail. Si vous sollicitez toujours tous les institutions financières, tous les prêteurs en même temps, puis toute la même journée, le monde du commercial n'est pas très grand. Puis vous allez vite brûler votre nom, mettons en tant que courtier ou même client, comme étant ce qu'on appelle un rate shopper. Un rate shopper, c'est quoi? Un client ou un courtier pas sérieux. Puis ça, c'est vraiment pas une zone où vous voulez vous trouver parce que si vous êtes identifié dans l'industrie comme étant quelqu'un qui n'est pas sérieux dans ses demandes de financement ou dans ses intérêts envers un prêteur,
toutes ces étapes-là là, vont prendre vraiment plus de temps. Les directeurs de compte ne vont pas prendre vos demandes au sérieux. Vous allez tomber en bas de la liste à chaque fois. Puis quand vous allez appeler, bien, ça se peut qu'on ne vous réponde pas ou qu'on réponde une semaine plus tard. Donc, c'est important ici, lorsque vous trouvez l'intérêt d'un prêteur, de non seulement prendre 2 ou 3 institutions financières ou prêteurs à la fois, mais aussi d'aviser le directeur de compte ou le prêteur avec qui vous faites affaire qu'il n'est pas seul dans la course. Okay? Ça fait 2 choses. Premièrement, c'est du respect pour les gens. Puis deuxièmement, on ne fait pas de sentiment de créer un faux intérêt. Donc, trouvez le meilleur prêteur, mais avec respect. Lorsqu'on a trouvé ça, mettons qu'on a arrêté la liste à 3 prêteurs, on est prêt à passer à la prochaine étape, l'étape numéro 5, et c'est la lettre d'intention et les conditions de financement. Qu'est-ce que c'est une lettre d'intention? Puis c'est quoi les conditions de financement? Okay? Bien, encore là, ça dépend. Une lettre d'intention, okay, c'est quand on a l'intérêt solide d'un prêteur. La lettre d'intention va donner un intérêt envers votre projet, mais autant que c'est un document légal, quote unquote, ça n'a aucune valeur. Okay? La majorité des institutions financières vont avoir un disclosure sur ce document-là disant que cette intention-là de financer votre projet, c'est sujet à les conditions X, Y, Z et c'est aussi sujet à l'étape numéro 8 qui est l'approbation du crédit. Si le dossier n'est pas approuvé au crédit, que vous n'avez pas la lettre d'offre signée, ça veut dire que vous pouvez littéralement avoir plusieurs lettres d'intention de plusieurs prêteurs. Puis c'est là aussi qu'on voit, ben, c'est qui le prêteur le plus compétitif pour votre projet. La seule chose ici, puis je veux mettre un petit bémol là-dessus, c'est que certains prêteurs vont mettre des frais de négociation, des frais de construction de dossier qui ne sont non remboursables. Okay? Disons pour une demande de financement d'1 million de dollars que les frais seraient 10 ou 15 000 dollars. Okay? Je dis des chiffres comme ça pour la totalité du dossier. Bien, l'institution financière peut demander à la signature de la lettre d'intention de faire un chèque de la moitié des honoraires pour la demande de financement. Puis là encore là, bien, c'est là qu'il est important de négocier ces choses. On peut dire, bien, écoute, moi je trouve ça cher, moi je veux pas mettre d'acompte là-dessus ou quoi que ce soit. Puis là, bien, là c'est entre vous puis l'institution financière ou le prêteur XYZ de déterminer bien, qui veut faire quoi. Puis également, bien, comme j'en ai parlé, les conditions, bien, c'est là qu'on va voir qui a vraiment l'intérêt. Vous allez voir dans cette lettre-là, il va y avoir un taux d'intérêt qui va être là pour votre facilité de crédit. 9 chances sur 10 okay, que lorsqu'on va être rendu à l'étape numéro 8 ou en fait à l'étape numéro 10, que le taux d'intérêt, ça ne sera pas le même. Okay? Parce que ça prend du temps, puis les taux d'intérêt, bien, c'est à la seconde, littéralement, quand on fait une demande de taux d'intérêt pour une facilité de crédit ou quand on calcule quel genre de taux d'intérêt ça devrait être. Lorsqu'on refait le calcul 5 minutes après, c'est pas le même taux. C'est similaire, mais c'est pas la même affaire. Fait que c'est plus une idée. Fait que ça serait pas mal ça pour l'étape. Ah oui, je voulais toucher un point ici pour la lettre d'intention. Certaines institutions financières vont demander à leur directeur de compte de passer au crédit ou faire un drive-by, comme on appelle, avant de donner une lettre d'intention. Ça veut dire 2 choses. La première affaire, c'est qu'il y a déjà eu un pré-filtrage, si on veut, d'une intention qui serait bien pour pouvoir faire le financement. Mais il y a une bonne question qui arrive ici. Puis c'est, est-ce que ça me garantit que ma demande de financement va être acceptée plus tard, à l'étape 8? Puis la réponse, c'est non. Okay?
il y a certains prêteurs qui ne demandent pas de faire de drive-by vers leur directeur de compte commercial, puis ce qui fait en sorte qu'ils sont capables d'avoir une lettre d'intention en 24, 48 heures, 72 heures, ou est-ce qu'une institution financière ou un prêteur qui va demander à leur directeur de compte de faire une préapprobation de la lettre d'intention peut prendre jusqu'à 2 semaines, semaine et demie, 2 semaines avant d'en donner une lettre d'intention. Est-ce que c'est grave? Pas nécessairement, mais est-ce que c'est nécessaire? Ça, c'est chacun sa sauce. Au niveau de l'étape numéro 6, OK? Acceptation de la lettre d'intention. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Là, je vais juste faire un petit recap. On avait le projet initialement, on a vu que c'était faisable. On a commencé à construire et collecter des données. On a trouvé de l'intérêt de, mettons, 3 prêteurs, banque ABC. On a eu 3 lettres d'intention, on était chanceux, tout le monde voulait être on board. Lorsque vous signez une lettre d'intention, disons qu'on décide de signer celle de l'institution financière C, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on peut seulement faire affaire avec l'institution financière C. Il y a encore la A et la B en course. Mais admettons que l'institution financière A est tout simplement pas compétitive comparativement aux autres. Alors là, mettons qu'on signerait la B et la C. Encore là, il faut faire attention parce que s'il y a des frais qui sont associés à ça, qui sont non remboursables, c'est une décision que vous allez devoir prendre avec vous-même si vous voulez poursuivre avec deux institutions financières ou pas. Fait qu'un coup que vous acceptez la lettre d'intention, la première chose, c'est, bon, on va passer à l'étape 7. La première chose, c'est collecter l'information, OK? À l'étape 7. Collecter l'information, raffiner et la soumission au crédit, OK? Dans la lettre d'intention, il va y avoir des conditions, puis les conditions sont évidemment, là, avoir des dossiers qui sont un petit peu plus, des documents qui sont un petit peu plus concrets que seulement une idée générale. Puis, qu'est-ce que je veux dire par un document qui est plus concret? Par exemple, OK, vous avez fait une évaluation pour votre bâtisse commerciale, puis l'évaluateur a mis ce document-là à votre nom personnel. Bien, l'institution financière B va demander une lettre de transmission que cette évaluation-là doit être à son nom. Donc, c'est ce que je veux dire par raffiner la demande. Également, au niveau des calculs, il va falloir faire ce qu'on appelle peut-être des stress tests pour voir si le taux bouge, est-ce que la demande fait encore du sens, peut-être plus 0,10 et moins 0,10 pour voir comment ça va évoluer au niveau de notre capacité de remboursement. Ça peut être des variables plus grosses aussi. Encore là, c'est une présentation très générale aujourd'hui. Puis raffiner les demandes aussi, ça veut dire qu'il va falloir raffiner notre analyse qualitative. OK? L'analyse qualitative, c'est quoi? C'est le secteur d'industrie, c'est la solidité de l'emprunteur. C'est en fait savoir si le prêt au complet fait du sens. OK? Est-ce qu'il y a de la synergie dans l'entreprise? Ça fait combien de temps qu'il est actif? C'est quoi les compétitions que cette entreprise a? Est-ce qu'il y a un plan de relève si les actionnaires sont plus âgés? C'est quoi la vision à long terme? Est-ce que cette compagnie-là possède une technologie que les autres compagnies n'ont pas? Il faut mettre le plus d'informations pour aider la demande de financement. Puis lorsque l'analyse qualitative et quantitative et toutes les annexes et tous les documents sont récoltés, alors là, on est rendu ici à la soumission de crédit. Sauf qu'il y a juste une dernière chose avant d'aller à l'étape 8 que je vais énumérer ici, que j'ai oublié de dire. À l'étape numéro 7, là, on a déjà une très bonne idée si le dossier va passer au crédit ou pas. Okay? La majorité des directeurs de compte et aussi des courtiers peuvent voir là, tout de suite là, si ça rentre dans le barème ou si ça ne rentre pas dans le barème. Fait que, il y a une affaire qu'on appelle dans le secteur bancaire qui sont des dérogations. Okay? Puis les dérogations, c'est admettons que
il y a une liste de compétences requises pour pouvoir faire un type de prêt, puis admettons qu'on n'en respecte pas une sur 15, OK? Bien, quand le directeur de compte va envoyer son dossier au crédit, il va demander, en gros, une dérogation pour ce point-là. C'est possible que ça se fasse approuver avec la dérogation, mais si, admettons, sur les 15 critères, je demande 8 dérogations, bien, le directeur de compte va appeler le courtier ou le courtier va juste dire au client, il va dire « Écoute, regarde, là, on n'est pas dans les barèmes pantoute, on va attendre un peu plus tard ou on va trouver un autre projet parce que là, ça ne marchera pas. » Ça, là, c'est là où ça forge les caractères, OK? Lorsqu'on le directeur de compte commercial est prêt à envoyer la demande à son département de crédit, c'est pas le courtier qui va le faire. Le courtier, par contre, peut tout collecter, raffiner, puis après ça, présenter un dossier complet au directeur de compte. Ils peuvent s'appeler pour faire des correctifs. Mais un courtier d'expérience, le directeur de compte, il n'y a pas grand-chose à modifier dans la demande. Il a juste besoin de le coder dans son système. À partir de là, bien, quand il y a une soumission de crédit, bien, j'ai mis un petit astérix ici en vert. C'est l'étape numéro 8. L'étape numéro 8, c'est l'étape probablement la plus importante dans tout ce processus-là parce que c'est ça qui détermine si le dossier est bon ou pas. OK? L'étape numéro 8, OK? L'approbation de crédit plus la lettre d'offre. Lorsque le directeur de compte soumet la demande au crédit, là, ben, on a une approbation de crédit si le dossier était parfait. Ça n'arrive pas souvent, mais ça l'arrive. Puis on appelle ça un first time right. Lorsque le dossier est approuvé, là, l'institution financière va produire ce qu'on appelle la lettre d'offre. Okay? Quand la lettre d'offre est produite, là, après ça, ben, tous les autres qu'on avait dans la course, tous les autres prêteurs dans la course, bien là, ça veut dire qu'on est associé à ce prêteur-là. Okay? On ne peut pas signer 2 lettres d'offre en même temps. Ça, c'est un document légal, okay, par l'institution financière. Ça, lorsque c'est signé, bien, après ça, il y a une prise de garantie des sûretés, puis il y a un déboursement. Mais bref, j'ai mis un astérix sur ce point-là parce qu'il y a plusieurs débouchés à l'étape 8, OK? La première débouchée, c'est une approbation, first time right, tout est beau, on passe aux autres étapes, puis le prêt est complété, OK? Ça l'arrive, c'est rare, mais ça l'arrive. La deuxième possibilité, c'est d'avoir une approbation conditionnelle, si on veut, puis je mets ça quote on quote parce que ça n'existe pas vraiment au commercial d'une approbation conditionnelle, mais c'est qu'il y a un intérêt du crédit à poursuivre le dossier, mais ils veulent qu'on retourne collecter et raffiner certaines informations dans la demande. Puis, je pense que 80% des demandes au crédit vont tomber dans ce panier-là pour raffiner la demande. Les gens de crédit, OK, sont des gens qui voient des dossiers à longueur de journée, 5 jours semaine, puis même des fois s'ils travaillent la fin de semaine, 365 jours par année, OK? Ils voient beaucoup de variables dans des dossiers. Puis dans le fond, eux autres sont capables même d'extrapoler des données ensemble pour pouvoir protéger la banque le plus possible. Leur but ici, là, pour les gens du crédit, sont les gardiens des fonds de l'institution financière, OK? Puis eux, ils veulent faire de la business, mais ils veulent faire de la business bien. Donc, on peut pas, là, le directeur de compte ne peut pas présenter une demande au crédit toute sloppy, toute dégueulasse, tout ça. Il va juste faire refuser son dossier, puis on passe à la prochaine appel. C'est important de respecter les rôles de tout le monde. Et puis, de donner une belle demande de financement propre, bien ventilée. Puis par la suite, bien, là, on a une conversation avec le crédit. Puis, dans le fond, on va lui dire, écoute, garde, la demande est intéressante, j'aimerais ça que tu m'éclaires tel point. Il envoie une liste au directeur de compte. Puis le directeur de compte va recommuniquer avec vous pour aller chercher cette information-là. Ou le directeur de compte va communiquer avec le courtier avec qui vous faites affaire pour pouvoir démystifier les points qui ne fonctionnent pas. Par la suite, on peut faire une resoumission au crédit, puis évidemment, là, si tout est beau, bien, une approbation. Là, il reste 2 autres possibilités ici. Donc, je vais juste faire un recap. La première, c'est l'approbation de crédit first time right.
La deuxième, c'est une approbation conditionnelle à l'obtention d'autres informations. Le troisième, c'est un refus catégorique. OK? Le refus catégorique peut arriver. Puis ça, c'est quand on a un détail très important qui a été omis dans la demande de financement ou un changement drastique au niveau de l'économie. Comme par exemple, disons que tous les business sont arrêtés en ce moment dans le secteur de l'aviation, mais c'est sûr que si une compagnie aérienne vient me voir pour acheter genre 30 avions, ben ça se peut qu'on fait juste dire non. On ne prendra pas de risque, ça va pas bien dans l'aviation. Le refus catégorique, c'est quand il y a un manquement majeur dans la demande de financement. Puis ça, là, franchement, c'est pas dérogeable. C'est passer au prochain dossier. Puis attendre que l'emprunteur ait un plus beau dossier. Majoritairement du temps, là, je parle pour les courtiers, si on a un refus là, catégorique, ça vaut peut-être même pas la peine d'aller trouver un autre prêteur dans ces cas-là. Mais ça m'apporte à la prochaine option. OK? Donc, approbation first time right, approbation probatoire, refus catégorique, puis refus, OK? Avec raison. Les refus avec raison, c'est là où c'est débattable, OK? Par contre, les gens qui travaillent au crédit font pas des refus pour le plaisir de faire des refus, OK? Quand il y a un refus qui est explicatif, il dit « Bon, ça, je suis pas trop à l'aise avec ça. Ah, ça, j'aime pas trop ce point-là dans le dossier, etc. » Il est possible pour le directeur de compte, OK, de faire un peu comme une demande de cours, de passer à la deuxième instance. Comme mettons, la première soumission, c'est la première instance. Si on n'est pas content du résultat, puis on veut peut-être aller chercher quelque chose d'autre, on va aller en cours supérieur, OK? Donc, la deuxième instance, c'est quand le directeur de compte décide de contester la décision qui a été prise par le crédit, OK? C'est rare, mais ça arrive. Puis, qu'est-ce que ça fait en fait? C'est que il faut que le directeur de compte soit sûr à 100% qu'il y a une chance de gagner ce dossier-là parce que là, il met vraiment là, son coup sur la ligne pour vous, puis il va au bat, comme on dit. Le gestionnaire va être impliqué du directeur de compte dans ce refus-là. Puis, ils vont analyser la demande, puis ils vont l'envoyer en deuxième instance. Est-ce que c'est impossible d'avoir une approbation en deuxième instance? Non. Ça arrive, c'est très possible. Peut-être les gens du crédit sont humains aussi, les directeurs de compte aussi, les courtiers, tout le monde est humain. Ça arrive de faire une erreur. Mais majoritairement, là, si ça n'a pas passé à la première instance, la deuxième, c'est pas très likely, là. Mais tout est possible. Comme je dis, c'est des informations qui sont très générales aujourd'hui. Je veux juste donner un semblant d'idée de comment ça fonctionne. Par la suite de ça, approbation, merci, c'est beau. On passe à la prochaine étape, l'étape numéro 9. Donc, signature de la lettre d'offre, plus garantie, plus sûreté. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lorsqu'on signe la lettre d'offre, on fait affaire avec ce prêteur-là. Disons que nous autres, on a choisi le prêteur C. Donc, lorsqu'on va avec le prêteur C, il va avoir alors là une prise de garantie puis une prise de sûreté. Juste ces deux éléments-là, en soi, peuvent être des vidéos de 1 heure chaque. Mais en fait, dans notre cas, en ce moment, on a dit qu'on voulait faire l'acquisition d'une bâtisse commerciale en propriétaire occupant. Okay? Ce qu'on va aller chercher en cautionnement, en collatéral, ce que je voudrais dire, c'est une hypothèque immobilière et potentiellement une hypothèque mobilière. Puis ça se peut même qu'on aille chercher une hypothèque universelle, évolutive. Ça dépend comment le prêteur veut le monter, mais dans le fond, là, ici, c'est lorsqu'on va aller chercher les collatéraux si le prêt ne va pas bien. Où est-ce qu'on va tirer pour aller chercher notre argent? C'est ce que l'institution financière ou le prêteur va chercher, c'est il est où l'argent? Dans notre cas, OK, cette étape-là, l'institution financière va produire les documents légaux pour signer tous les documents, puis le notaire va venir officialiser les documents ici. Pour l'acquisition d'une bâtisse commerciale,
la transaction va être accomplie par un notaire. Puis à cette étape ici, quand il y a les signatures de documents, etc., le notaire, lui, va s'assurer qu'il n'y a pas de lien sur les propriétés ou qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont sur les sûretés qu'on donne. Puis à ce niveau-là, le notaire va donner ce qu'on appelle une opinion légale. Okay? L'opinion légale, c'est dans le fond un feu vert pour dire que tout est en lien ici, tout va bien, puis que l'institution financière peut débourser maintenant les fonds dans le compte en fidéicommis du notaire. C'est pas toutes les transactions qui sont déboursées dans un compte en fidéicommis, mais la majorité vont l'être pour des prêts hypothécaires. Donc là, mettons, tout est beau, les documents sont envoyés, on passe à l'étape 10, le déboursement. Okay? Le déboursement, ce que c'est lorsque l'institution financière envoie les fonds dans le compte du notaire et le notaire va venir officialiser la transaction. Il va payer le vendeur, puis l'acheteur prend possession du bien. Dépendamment comment le notaire est occupé ici, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, peu importe, ça dépend. Okay? Lorsque ça c'est complété, bien, la demande de financement, lorsque le débrouille est fait, tout est conclu, tout est beau. Après ça, à l'étape numéro 11, paiement du prêt et respect des conditions. Okay? Puis, je vais peut-être mettre un petit souligner respect des conditions. Le paiement du prêt, c'est pas compliqué dans le fond, c'est le paiement du capital et intérêt de la facilité de crédit qu'on a pris, l'achat de la bâtisse commerciale. La façon que les paiements peuvent être pris, c'est différent. Ça peut être du capital et intérêt, capital plus intérêt. Il peut y avoir des moratoires 1 an, 2 ans, 3 ans. Il peut y avoir des ententes de paiement qui sont différents. Les paiements peuvent être pris le premier du mois, le 31. C'est tous des ajustements. Là. Ça, je pense, juste le type de paiement, puis l'amortissement, etc. C'est une vidéo en soi, là, mais je ne veux pas aller trop loin, mais dans le fond, ici, c'est le paiement là, de capital et de l'intérêt, OK? Les paiements mensuels. Puis, aussi, je veux toucher sur le respect des conditions. Parce que quand nous, l'emprunteur, mettons que c'est moi le client, j'ai décidé de signer la lettre d'offre. Sur cette lettre d'offre, il y avait des conditions à respecter. C'est, dans le fond, agir en bon client. Là. Payer son prêt à temps, pas être en retard, être coopératif avec l'institution financière quand elle me demande des documents. Juste pas faire de changements majeurs dans l'entreprise sans informer l'institution financière. Comme par exemple, OK? Je donne un exemple extrême, là, mais admettons qu'il y a un prêt sur la bâtisse. Puis le client il a décidé de faire des rénovations majeures. Là. Il a décidé de changer le purpose du bâtiment au complet. Là. Fait, mettons, c'était des bureaux dedans pour ses 30 employés, puis il décide de faire un gym dedans. Là. Ça ne fonctionnera pas. Là. Il va avoir ce qu'on appelle un non-respect des conditions. Puis je veux mettre l'emphase ici sur le respect des conditions parce que si ça arrive ici, le prêteur, là, il y a une juridiction sur le prêt puis sur le bien pour lequel on a fait le bien. Puis il peut décider à tout moment de rapatrier son prêt, OK? Puis si vous n'avez pas l'argent pour payer, alors là, il peut tirer sur ses garanties et ses sûretés. C'est propre au prêteur de savoir exactement quand il peut le faire, mais dès qu'il y a un respect des non-conditions, il peut le faire. Est-ce que ça l'arrive souvent? Non. Non, ça n'arrive pas souvent. Ce n'est pas extrême comme ça. D'ailleurs, ça m'amène sur un autre point, mais ça peut arriver. Lorsqu'il y a un non-respect des conditions, OK, disons que c'est un problème au niveau des paiements hypothécaires. Bon, on est en retard, puis on a de la difficulté, puis tout ça. C'est des choses qui peuvent arriver en entreprise, c'est correct. Le client va alors, avant de se faire tirer sur ses garanties pour aller chercher l'argent, on va l'envoyer bien souvent à un département qui s'appelle le workout. Okay? Le workout, c'est quoi? C'est un département où il y a des directeurs de compte commercial avec beaucoup moins de clients qui sont là pour les encadrer
de façon hebdomadaire, je pourrais dire, puis même des fois journalière. Ils sont là, dans le fond, pour essayer d'aider à remonter l'entreprise. Mais aussi, qu'est-ce qui arrive dans ce département-là, c'est qu'on est très proche de la porte. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le département de workout, qu'on est un mauvais client. Des fois, ça l'arrive. En entrepreneuriat, ça ne peut pas toujours être rose, mais c'est sûr que quand on est dans ce département-là, on est pas mal sur la dernière ligne. S'il peut y avoir des réalisations, toutes sortes d'affaires qui se passent ici. Mais la majorité des clients n'iront pas. Donc, ça, encore là, c'est une autre vidéo. Tout ça, c'est très général ce que je dis. Puis lorsque, l'étape 11 est respectée, les paiements sont faits, les respects des conditions sont faits, la relation est bonne avec l'institution financière, avec le prêteur, on arrive à l'étape numéro 12, qui est le renouvellement. Le renouvellement, toutes les facilités de crédit en ont, OK? Dépendamment du montant de la facilité de crédit, il peut y avoir des renouvellements annuels ou il peut y avoir des renouvellements automatiques qui nécessitent vraiment moins de documentation. En général, le renouvellement, c'est une fois par année, puis c'est de vérifier que l'institution, que l'emprunteur, tout va bien. Donc, on va demander des états financiers, des comptes clients, y a-t-il des progressions dans l'entreprise. On peut même demander des projections, l'état de la bâtisse. On peut redemander aussi un bilan de valeur nette tangible parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas demandé ça. C'est juste de s'assurer que tout ça est en règle, puis le client il est bel et bien toujours capable de payer le prêt qui a été fait. Le renouvellement a des frais, OK? Puis ces frais-là vont être dans la lettre d'offre et la lettre d'intention. Il va être marqué frais de renouvellement X nombre par année. Fait que ça fait un peu le tour des étapes pour une demande de financement chez un prêteur pour une bâtisse commerciale en propriétaire occupant. Par contre, les prêts commerciaux, c'est un type de prêt, mais il y en a beaucoup plus d'autres, OK? J'en ai écrit quelques-uns ici. Je ne vais pas passer 4 heures non plus sur chaque prêt hypothécaire, sur chaque type de prêt commercial. Mais je pense que ça vaut la peine d'en parler un petit peu pour une introduction. Celui qu'on vient de parler, c'est un prêt hypothécaire commercial, OK? Ça, c'est pour l'achat de bâtisses en général. C'est pas mal pour l'achat de bâtisses. Puis, tous ces prêts-là, OK, ont des étapes différentes. C'est pas les mêmes étapes pour tous les prêts, c'est pas les mêmes documents demandés. Il y a des similarités, c'est sûr, mais c'est important de savoir exactement où est-ce qu'on veut s'en aller. D'avoir une idée au moins, OK? Parce que, par exemple, si on prend un prêt sur actif, OK? En anglais, ABL. Un prêt sur actif, dans le fond, c'est un prêt qui est sur les actifs finançables d'une compagnie. Si on prend, mettons, un prêt sur équipement, OK? Du financement sur de l'équipement. Le terme, l'amortissation, le taux d'intérêt, c'est pas la même chose. T'sais, mettons, un équipement, ça peut être entre 5 et 7 ans, dépendamment. T'sais, mettons, c'est un équipement qui dure 30-40 ans, peut-être que l'amortissement va être plus grand, mais c'est des conditions complètement différentes, puis les documents demandés ne sont pas les mêmes non plus. Il y a aussi l'équipement en location. Ça, c'est pas la même chose. Ça s'appelle du leasing en anglais. Dans le fond, ça, la compagnie va payer un montant par mois comme une location, puis à la fin du contrat, il peut avoir une entente avec l'emprunteur, avec le prêteur pour l'acheter à 1 $. La différence entre les deux, celui-là, c'est qu'il n'est pas sur ton bilan, puis celui-là, il l'est. Parce que lui, il est considéré comme un actif, puis lui, c'est une location. Encore là, ça dépend. Il y a plein d'affaires qu'on peut faire avec ça. Il y a aussi un type de crédit qui est utilisé par beaucoup d'entreprises, c'est les comptes recevables et les comptes payables. Okay? On ne s'en rend pas compte, mais si on est une entreprise qui fait affaire avec une autre entreprise, puis on donne un terme de paiement, disons, de 30 jours pour effectuer le paiement, c'est du crédit. Okay? C'est sûr que, il n'y a pas de taux d'intérêt. La majorité du temps, si on le dépasse, oui, il y en a.
Mais pour donner un exemple plus concret, admettons que j'ai une entreprise en distribution alimentaire, puis je vends en grosse quantité à des restaurants. Puis je donne un terme de paiement qui est de net 30 jours. Ça veut dire que si, mettons, je vends des fruits et des légumes au restaurant X, sur la facture, il va être marqué N30. Donc, j'ai donné un crédit sur 30 jours. Donc, le restaurant, après 30 jours, va me payer dans la majorité du temps. Puis les comptes payables, bien, c'est de l'autre côté. C'est le restaurant. Pour le distributeur alimentaire, ça va être un compte recevable. Pour le restaurant, ça va être un compte payable, le 30 jours. Une autre facilité de crédit qui est très utilisée, c'est la marge de crédit. La marge de crédit, dans le fond, ça, c'est une vidéo tout seul, là, ça dépend du type d'industrie, puis ça dépend qu'est-ce que vous faites. Puis la margination, c'est pas pareil, mais la majorité du temps, la marge de crédit, c'est pour acheter de l'inventaire ou financer des recevables. Okay? Exemple que vous avez une firme comptable, puis c'est la haute saison, fait que vous devez payer des heures supplémentaires, etc. Puis que vous avez évidemment beaucoup plus de recevables, c'est la haute saison, bien une marge de crédit, ça va servir à payer les salaires du staff supplémentaire qui est là en attendant d'avoir les recevables. Ça fait comme un pont entre les recevables puis l'argent obtenu, sauf que, bien évidemment, les salaires, il y a un premier lien qui est en haut de l'institution financière, fait que, tu sais, c'est pas... les institutions financières ne capotent pas là, pour tout ce qui est service-based pour la marge de crédit, mais là aussi. Ou la marge de crédit peut être offerte pour de l'inventaire. Acheter de l'inventaire, ça, c'est quelque chose qu'on aime bien. C'est plus facile à marginer. Puis si jamais il y a quelque chose qui ne va pas bien, on a quelque chose en collatéral. Mais le fonds de roulement, ça, c'est un prêt à terme. Okay? Ça fait partie de la famille des prêts à terme. C'est sur, mettons, 5 ans, tu vas payer tant par mois, mais jour 1, on va te donner X nombre d'argent. On a aussi un RESOL qui s'appelle un Real Estate Secured Operating Line. Je ne savais pas c'était quoi la traduction en français, mais ça, vous voyez, c'est un mélange de deux produits. C'est un mélange de marge de crédit puis de prêt à terme. C'est les conditions d'un prêt à terme, mais ça fonctionne comme une marge de crédit. Puis c'est sur une bâtisse. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a beaucoup de variations. Il y a les cartes de crédit. Je pense que tout le monde connaît le fonctionnement d'une carte de crédit. On peut avoir des protections à découvert. Ça, c'est quand le compte de banque va en bas de 1 $. Du financement à mezzanine, qui est plus du financement de deuxième rang. C'est un produit qui est un petit peu plus sophistiqué par contre. Il y a la facturage, il y a des compagnies qui font que de la facturage en passant. C'est quand on a des comptes recevables et puis que la compagnie avec qui nous font le facturage décide d'acheter nos comptes recevables, puis eux vont aller l'acheter, eux vont récolter eux-mêmes. Ils chargent un pourcentage d'intérêt pour faire ça. C'est quasiment comme une marge de crédit, mais bref, ça donne une certaine flexibilité. Après ça, il y a prêt hypothécaire commercial pour tout type d'actifs. Ça peut être du multirésidentiel, ça peut être des résidences de personnes âgées, ça peut être une bâtisse industrielle, ça peut être une bâtisse de retail avec des magasins, ça peut être tout ce qui est en immobilier va être un prêt hypothécaire commercial. Il y a des prêts de construction. Pré-construction, ça a une particularité assez spéciale. C'est dans la famille des prêts à terme, sauf que la façon de le débourser, c'est différent. Dans mon exemple, tout à l'heure, avec les 12 étapes, on a parlé d'un déboursement, OK? Quand que le notaire a tout officialisé la chose. Mais le pré-construction, il va être approuvé au crédit pour le montant total, mais il va être déboursé en plusieurs tranches. Puis ça, c'est au fur et à mesure que le projet de construction avance, bien, il y a des déboursements. Par la suite, il y a des prêts fusion-acquisition. Ça, c'est, admettons que vous voulez grossir en acquisition, bien, acheter des compétiteurs. Ça va être un prêt à terme. Puis aussi, bien, là, on en voit de plus en plus, mais la passation de propriétaire à acquéreur dans l'entreprise même. Donc, vous êtes propriétaire dans l'entreprise, vous avez des employés, c'est le temps de partir à la retraite, si vous voulez passer à autre chose dans votre vie, bien, vous pouvez vendre à vos employés. C'est le type de prêt qu'on va faire. Prêt-pont, ou en anglais bridge loan, ça va être utilisé souvent en construction, des prêts-ponts.
Mais aussi, il y a d'autres compagnies qui font des prêts-ponts, mais pas en construction. Comme par exemple, il peut y avoir un prêteur qui se spécialise en prêt-pont lorsque la demande de financement prend du temps, mais l'emprunteur a besoin d'argent maintenant. Ça serait une vidéo aussi là, par lui-même, là, juste pour démystifier tout ça. Il y a les PPE, qui est les prêts petites entreprises en bas de 100 000 $. Puis le financement d'inventaire, en anglais floor plan, ça c'est plus pour les concessionnaires qui veulent acheter une flotte de véhicules pour pouvoir se partir ou pour même pouvoir rouler les opérations. Tous ces prêts-là, OK, très général, il y en a beaucoup d'autres, évidemment, de crédit, garantie, d'autres types de prêts. Mais tous ces prêts-là sont affectés par des facteurs, OK? J'en ai énuméré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai énuméré 8 facteurs qui peuvent complètement changer la donne pour tous ces types de prêts-là. Et évidemment, bien, changer les 12 étapes que j'ai énumérées plus tôt. Puis le premier facteur, c'est le code d'industrie, le code SIAN, OK? En anglais, SIC Code. Le code d'industrie, dans le fond, c'est quoi? C'est dans quelle industrie l'entreprise opère. Comme par exemple médical, mettons un cabinet de dentiste, c'est un code d'industrie qui est très peu risqué, puis même peut avoir des financements plus favorables vu qu'il y a peu ou pas de risques dans cette industrie-là. Versus un code SIAN pour une industrie qui est plus risquée, disons que je suis manufacturier d'explosifs, c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de risques à ce niveau-là. Okay? C'est vraiment deux extrêmes, là, mais c'est juste pour illustrer le concept. Ça va affecter évidemment les conditions des prêts, puis même il y a des industries qui ne peuvent tout simplement pas contracter un certain type de prêt. Il y a une cote de risque de client. Ça va être une cote de risque qui va être assignée à l'emprunteur par institution financière ou par prêteur. Puis plus la cote de risque est élevée, plus les taux d'intérêt vont coûter cher, puis moins ils vont qualifier pour les types de prêts ici. Okay? Mais c'est possible d'avoir une cote de risque élevée, puis être dans un secteur, d'activité qui ne l'est pas. Par exemple, OK, je suis dentiste, j'ai un cabinet dentaire qui roule depuis un certain moment, mais je suis souvent à découvert, ça veut dire que je vais toujours en bas là, de mon montant. J'ai une marge de crédit qui est presque à utiliser à capacité maximale la majorité de l'année. OK? Puis, je suis en retard une fois de temps en temps dans mon prêt hypothécaire parce que, bon, je gère mal mes affaires ou j'ai juste de la difficulté en ce moment. Bien, malgré le fait que le dentiste est dans un secteur d'activité qui a peu ou pas de risque, puis il n'y a jamais pas de risque, on s'entend, mais la cote de risque du client va être élevée, puis ça peut faire en sorte que, bien, on décide de se départir de ce client-là à un certain moment donné. Le type de prêt aussi. Certains types de prêts de nature sont plus risqués que d'autres. Par exemple, ces temps-ci, les prêts construction sont un petit peu plus risqués. Bien, je pourrais dire plus que durant la COVID parce que, bon, il y a eu vraiment un gros essor là, au niveau des prix des matériaux. Ça a vraiment augmenté, là, ça a comme stabilisé. En tout cas, bref, c'est vraiment... c'est dépensé bien à cette heure. Évidemment, les prêts fusion-acquisition, souvent les garanties sont pas... on fait plus un prêt sur la valeur d'une entreprise qui peut être en grosse partie du goodwill, qui est un actif intangible. Fait que, tu sais, ça, c'est dur à calculer de nature. Ça dépend encore, OK, c'est qui est derrière ce prêt-là, etc. On peut avoir des bonnes garanties, mais de nature, c'est plus risqué. Quelque chose qui est comme peut-être un petit peu moins risqué, qui est un produit un petit peu plus commun, ça demeure du risque parce que, bon, évidemment, c'est un prêt, mais c'est les cartes de crédit, OK? Les cartes de crédit, beaucoup d'emprunteurs, non. Mais en tant que tel, ça dépend c'est quoi la limite, etc. Mais disons que si l'institution financière doit faire un défaut sur une carte de crédit de 15 000 $, l'impact va être beaucoup moins que faire défaut sur un prêt hypothécaire de 10 millions de dollars puis qui ont été capables de réaliser seulement à 8 millions. Fait que la perte est comme beaucoup plus majeure là-dessus. OK?
Le montant de financement aussi a un facteur important là-dessus, puis ça va venir agglomérer avec le taux qui est en dessous. Une institution financière, un prêteur, c'est comme un grossiste d'argent. Littéralement, c'est ça. Plus qu'on emprunte, moins ça coûte cher. C'est sûr que si on fait un prêt de 200 000 en équipement qui est une classe qui est un petit peu plus risquée, versus si on fait un prêt hypothécaire de 17 millions, ben le taux d'intérêt, évidemment, ici, va être beaucoup plus élevé que celui-là ici. Pour le montant, puis le type d'actif, etc. Mais le montant a un impact là-dessus. Plus qu'on emprunte, en général, moins ça coûte cher. La situation économique, ça aussi, c'est un facteur qui peut littéralement affecter n'importe quoi ici. Même peut affecter ces facteurs qui affectent les facteurs. La situation économique, je vais donner 2 exemples pour ça. Il y a eu un phénomène là, en ce moment, dernièrement, pour les dernières années, que c'est le work from home, travailler de la maison. Il y a beaucoup de tours à bureaux, puis même là, de bureaux commerciaux qui sont vides. Qui sont encore payés en ce moment parce que, bon, il y a eu des ententes de loyer, mais quand les ententes de loyer sont terminées, ne sont pas renouvelées. Ce qui fait en sorte que cette classe d'actifs-là, dans les prêts hypothécaires commerciaux pour les tours à bureau, certains prêteurs ont juste décidé de plus en faire et même ce qu'il y avait dans leur portfolio immobilier de s'en départir ou de ne pas les renouveler. Il faut garder en tête aussi qu'un prêteur ou une institution financière, c'est comme quelqu'un qui a un portfolio d'actifs, OK? Puis c'est tout séparé en pourcentage. Ça peut être 10% en commercial, industriel, ça peut être 10% en retail, ça peut être 30% en agriculture, là, peu importe. Là. Puis ça peut être, mettons, 5% en tour à bureau. Des fois, le portfolio immobilier, il peut être débalancé. Puis ben là, c'est là où ce que j'aime appeler le concept de flavor of the month. Quand un portfolio est débalancé, ben des fois, les prêteurs, ben, ils sont plus restreints sur le type d'actifs qui en ont trop. Puis ils sont plus ouverts à le type d'actifs qui en ont moins. Puis ça, c'est juste l'évolution normale du marché. Des fois, les politiques à l'intérieur de la banque ou la flexibilité permet de faire un prêt plus facile. Puis là, pendant des années, c'est plus facile avec ce type de prêt-là, avec ce type d'emprunteur-là. Puis à un moment donné, ils décident de plus faire ça. Fait que ça, c'est juste normal. Puis aussi, ben, je voulais parler aussi de la COVID. La COVID, là, ça a fait en sorte que tous ces types de prêts-là, puis tous les business pratiquement, là, ont eu de la difficulté. Il y en a qui ont eu une très belle COVID, mais la majorité des entreprises en ont souffert, la main-d'œuvre, etc. Donc, tous les prêts maintenant passent à « OK, c'est correct à dépasser du bien quand ce genre d'affaires-là arrive ». Puis, un point qui est très important ici, c'est la participation du client. Tout ce que j'ai parlé aujourd'hui en termes d'étapes, de collecte de données, de type de prêt, de facteurs qui influencent. Toutes ces choses-là là, dépendent de la participation du client. Quand on est courtier ou directeur de compte ou client, on se fait demander des informations pour devoir remplir ça. Le directeur de compte n'a pas cette information-là, l'institution financière ne l'a pas, le courtier non plus. C'est important que le client ait une belle participation parce que sinon, il n'y a rien de tout ça qui est possible, puis tout le monde perd son temps. Puis je veux mettre un emphase là-dessus, particulièrement sur la participation des clients parce que il y a des documents, OK, dans des demandes de financement qui expirent. Okay? Et un des documents, spécialement en prêt hypothécaire commercial, sont des évaluations agréées. Les évaluations agréées ont une date, puis généralement parlant, là, en bas d'un an, c'est correct, là, ça commence à être long, mais tout ce qui est en haut d'un an, ça ne fonctionne plus. Donc, en général, ça dépend de la bâtisse, ça dépend de l'emprunteur, etc. Puis il y a plusieurs variables qui bougent dans l'évaluation agréée. Il y a le cap rate qui bouge, le taux d'intérêt bouge, les conditions de marché bougent. Je viens d'en parler au niveau là, du work from home. Ça débalance la classe d'actifs pour les tours à bureau. Donc, toutes ces choses-là
évolue dans le marché. Puis c'est important de pouvoir avoir l'information le plus rapidement possible ou dans un délai raisonnable. Participation du client, admettons que j'avais une évaluation, admettons qu'on est le 30 avril, OK? Puis j'ai une évaluation datée du 30 décembre. Bien, ça fait décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. On est rendu au mois de juin, puis la demande n'est pas encore complétée. Ça fait maintenant 7 mois. Techniquement, il me reste 3 mois quand ça aurait pu être réglé en 1 mois et demi, 2 mois. Fait que c'est là aussi l'important de la participation du client. Puis évidemment, l'expérience du courtier ou du directeur de compte ou de l'institution financière dans le type de prêt. Okay? Chaque prêt ici a des spécificités. L'important ici, c'est d'avoir quelqu'un, d'être accompagné de quelqu'un qui a une idée très générale là, de savoir où il s'en va et de quoi il parle. Puis je vais vous donner un exemple le plus extrême. C'est, admettons que vous faites affaire avec une institution financière, puis le directeur de compte qu'on vous assigne, c'est un directeur de compte qui ne fait que de l'affacturage, OK? Bien, c'est très possible, OK, que si vous lui demandez une marge de crédit, qu'ils ne savent pas quoi faire. Par contre, il peut connaître quelqu'un dans l'institution qui sait comment faire ça ou un courtier. Donc, c'est toujours bien de valider l'expérience du professionnel avec qui on fait affaire. Je pense que ça va être ça pour aujourd'hui. Si vous voulez que je creuse dans des concepts un petit peu plus profonds, le type de prêt ou les étapes ou les documentations requises, laissez-moi un commentaire dans la section des commentaires, ou si vous voulez qu'on élabore sur un certain concept aussi, laissez-moi un commentaire. Si vous voulez avoir un service un petit peu plus personnalisé, vous voulez prendre le temps avec moi qu'on parle d'un type de prêt ou d'une situation particulière, vous pouvez aller sur le site de capitalcentral.ca. Vous pouvez booker votre première rencontre gratuite de 30 minutes. Puis, lorsqu'on ira identifier s'il y a un projet ou pas à faire, à partir de là, on le verra. Mais pour le moment, je pense que ça va être complet pour aujourd'hui. Je veux juste faire un dernier reminder comme quoi que toute l'information qui a été donnée aujourd'hui, OK? J'ai donné beaucoup d'informations. Tout est général, puis tout est conditionnel et tout va bouger dans le temps. Okay? C'est possible que qu'est-ce que j'ai parlé d'un certain type de prêt ou d'une étape soit complètement changé d'ici 1 an. Mais pour aujourd'hui, le 24 juin 2024, c'est à peu près comme ça là, que je verrai pour l'étape d'un financement en propriétaire occupant. Puis il y a un petit peu là, une idée générale là, de c'est quoi les prêts commerciaux, puis qu'est-ce qui les affecte. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine. Filter that down. Change the pattern a bit. I think we need a ride symbol. Filter that down. Change the pattern a bit. We need a ride symbol. Filter that down.